Maintenant, on va discuter de comment recevoir les ondes électromagnétiques. Donc, ici nous allons discuter du fait que les ondes électromagnétiques sont partout autour de nous, mais beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Donc les ondes électromagnétiques se trouvent partout. Ça peut être que ce soit lorsque vous passez un appel téléphonique, lorsque vous communiquez avec votre ordinateur, que ce soit via un avion ou des antennes. Des ondes électromagnétiques sont partout autour de nous. Il y a même des personnes qui suggèrent qu'il y a des êtres étrangers de certaines planètes, les aliens, qui communiquent d'une certaine manière en émettant des ondes électromagnétiques et qui espèrent capturer ces genres de signaux-là, mais ce n'est pas l'objectif de ce projet. Donc ici nous avons différents types d'antennes, comme vous pouvez le constater. Nous avons l'antenne parabolique qui est celle qu'on a vue par rapport au signal de télévision. Et nous avons l'antenne à monopôle qui est une antenne unique, comme vous pouvez le voir sur l'image B. Nous avons l'antenne à dipôle. L'antenne dipôle signifie que cette antenne a deux pôles. Donc c'est illustré sur l'image C. Nous avons le rabbit ear antenna, c'est juste pour dire que l'antenne a la forme des oreilles du lapin. Et enfin nous avons le Yagi Uda antenna. Et ce sera ce type d'antenne là que nous allons utiliser pour recevoir le signal du satellite. Ok, ici nous allons essayer d'expliquer le concept de fonctionnement des antennes. Donc les antennes fonctionnent comment? Il y a des matériaux qui forment les antennes, ok? Et tous ces matériaux-là comportent des électrons. Donc comme nous l'avions vu plus tôt, les électrons
c'est eux qui transportent l'énergie. Donc on peut dire que au sein des antennes, plus un métal a d'électrons, plus il pourra produire de l'énergie. Ok? Donc là, on a une liste de matériaux du plus conducteur ou moins conducteur, c'est-à-dire que certains matériaux comportent beaucoup plus d'électrons que d'autres, comme le cuivre ou l'argent qui sont en haut de la liste, ou encore l'or ou l'aluminium. Ces matériaux-là font partie des matériaux les plus conducteurs. Donc quand vous voyez par exemple l'image B, vous voyez que ce métal-là n'a pas assez d'électrons. Ce qui va faire que il ne va pas produire assez d'énergie. Et ça pourrait être un problème. Donc, lorsque vous avez votre antenne pour la télévision, l'énergie est produite au niveau de l'antenne, ok? Donc, les électrons sont au stade d'excitation et cela produit de l'énergie. L'énergie qui est produite est passée au câble d'induction que vous pouvez voir représenté en violet. Et donc le câble d'induction se charge de transporter l'énergie qui contient bien sûr l'information reçue par le satellite et par l'antenne, pardon, vers la télévision. Et donc avant d'aller vers la télévision, il se passe un phénomène au niveau du décodeur qu'on appelle le décodage, le décryptage aussi, et la modulation. C'est des phénomènes qui ont lieu au niveau du décodeur, de votre décodeur à la maison, mais on ne peut pas les voir. Donc c'est ce qui permet de transformer le signal qui a été reçu de la part du satellite en image que vous pouvez regarder ou en son que vous pouvez écouter. Ok, donc vous pouvez voir sur ces appareils qu'on appelle les walkie-talkie. Ils sont équipés d'une antenne avec un bon conducteur, mais vous ne pouvez pas le voir car il est masqué par ce protège en plastique. Mais il y a un bon conducteur là qui reçoit le signal et qui le transforme directement en son que vous pouvez écouter instantanément. Au niveau de votre téléphone mobile, ceux qui ont eu la chance de voir ce qui se passe lorsqu'on ouvre leur téléphone mobile, il y a très souvent des antennes visibles à l'arrière du téléphone et c'est ces antennes-là qui se chargent de la communication, de toutes sortes de communications qui opèrent dans votre téléphone. Que ce soit les messages ou les appels téléphoniques ou toute autre forme de communication, c'est par ces antennes-là qui sont à l'arrière de votre téléphone que la communication avec les satellites se produit. Maintenant, nous allons aborder le sujet de quelle type d'antenne peut recevoir un signal de satellite. Donc, le type d'antenne que l'on va utiliser pour recevoir le satellite s'appelle le Yagi-Uda antenna. Donc l'antenne Yagi-Uda qui est nommée après ses créateurs, qui sont deux
chercheurs nommés Yagi et Uda. Donc l'idée, c'est que les antennes classiques reçoivent du signal des satellites, mais la contrainte avec ça, c'est que les antennes peuvent capter n'importe quel signal. Et là, on parle de longueur d'onde. Qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde? La longueur d'onde, comme le nom l'indique, lorsqu'on connaît la fréquence d'un signal, on arrive à déterminer la longueur de l'onde de ce signal. Donc c'est aussi simple que cela. Donc lorsqu'on a la longueur d'onde d'un certain signal, des fois on a envie de capter uniquement ce signal. Et c'est d'ailleurs le cas avec le signal de télévision. On ne met pas l'antenne pour capter n'importe quel signal et recevoir n'importe quelle image. C'est important à savoir. Donc là, Yagi et Uda, ils sont parvenus à cette invention-là de mettre une antenne et grâce aux calculs qui sont effectués avec la longueur d'onde, arriver à identifier une manière de placer des conducteurs sur une antenne classique afin de capter un signal bien précis. Donc, grâce au calcul fait à base de la longueur d'onde, il est possible de déterminer une certaine distance entre les conducteurs qui puissent permettre à l'antenne de capter un certain signal. Voilà un peu une illustration de la l'antenne Yagi-Uda. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, juste à titre d'exemple, les conducteurs sont séparés par une certaine distance, mais cette distance-là est faite de telle sorte que l'antenne puisse capter un signal bien précis. Donc comme nous l'avions dit, on a les conducteurs D1, D2, D3, D4, D5 et D6. Donc, les autres conducteurs que vous voyez, vous avez l'élément réflecteur et vous avez le driving element. Et ça, tout ça, c'est pour pouvoir permettre à l'antenne, grâce au calcul, comme on l'a dit plus tôt, d'avoir une certaine disposition qui permet à l'antenne de recevoir une certaine longueur d'onde par rapport au signal du satellite. Et c'est ça qui va déterminer ce qu'on reçoit. Donc, pour comprendre un peu plus comment fabriquer ou former une antenne Yagi-Uda, voyons cet exemple où l'antenne est utilisée pour recevoir un signal radio. Ce qui est marqué en rouge, l'élément marqué en rouge, on appelle l'élément actif, c'est celui qui récupère l'énergie principalement pour la distribuer aux différents conducteurs qui sont sur l'antenne. Donc c'est là que le conducteur ou le câble, si vous voulez, est connecté jusqu'au receveur qui est la radio. Donc ici on va donner un peu plus de détails sur le type de conducteur et le type de calcul qui sont inclus dans la formation ou dans la fabrication d'une antenne Yagi-Uda. Donc la première chose à savoir, c'est que le type de matériel qu'on utilise, le type de conducteur utilisé détermine l'intensité du signal qui peut être reçu
par l'antenne. C'est-à-dire que si vous utilisez un conducteur comme l'argent, il y a beaucoup plus de chances que ce soit plus conducteur, qu'il y ait plus d'énergie que du fer par exemple ou du nickel. Donc c'est comme cela. Et les calculs, c'est en fait, on essaye de savoir quelle est la distance qui doit être entre les différents conducteurs. Donc là, il nous faut savoir la fréquence d'une certaine du signal qu'on veut. Et ce n'est que comme ça qu'on va savoir comment faire les calculs pour déterminer la distance entre les différents conducteurs. Ensuite, il y a le calcul pour déterminer le nombre de conducteurs. Donc là, il faut faire des calculs comme la puissance et pour savoir combien de conducteurs il faut utiliser. Donc ce type de calcul sera abordé avec plus de détails bientôt. Ici, vous pouvez voir un étudiant de All Nations University qui est en train de fabriquer une antenne Yagi-Uda. Donc, cet étudiant utilise l'un des matériaux, l'un des conducteurs. Ce conducteur est de l'acier inoxydable. Comme nous l'avons vu plus tôt, voici une liste d'éléments que vous pouvez acheter ou vous pouvez vous procurer pour pouvoir fabriquer votre propre antenne. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir fabriquer votre propre antenne dans votre école ou chez vous à la maison. Et nous savons qu'il y a certains éléments qui ne sont pas faciles à trouver comme l'or ou l'argent. Donc ici, sur l'image précédente, on avait l'étudiant qui utilisait ce matériel utilisé par les menuisiers en acier inoxydable, le mètre, comme certains l'appellent, c'est un mètre qui mesure les dimensions. Donc ce conducteur-là est à base d'acier inoxydable. Même s'il fait partie des moins conducteurs, il est quand même suffisant pour recevoir du signal du satellite. Donc on a aussi d'autres options comme l'aluminium ou le cuivre qui sont à des prix abordables comme vous pouvez le voir. Et ces instruments, ces conducteurs-là peuvent être utilisés pour recevoir du signal. Ici également, nous avons un autre exemple d'étudiants. Ceux-ci, ce sont des élèves de cours secondaires qui sont en train de fabriquer leurs propres antennes Yagi-Uda. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas difficile à faire. À base, il faut juste faire les bons calculs et avoir les conducteurs et les placer aux bonnes distances. Donc, ici, vous pouvez voir que ces étudiants et élèves, ils ont fabriqué leur propre antenne Yagi-Uda tout en respectant une certaine distance entre les conducteurs et une certaine longueur de chaque conducteur pour pouvoir capter une certaine fréquence bien précise. Donc c'est tout ça ensemble qui permet de capter un certain signal et comme vous pouvez le voir, il communique avec un satellite. Pour ce projet, bien que vous pouvez utiliser le l'acier inoxydable qui est retrouvé dans le mètre utilisé par les menuisiers,
nous recommandons d'utiliser l'aluminium ou du cuivre. Donc, si vous voyez, il y a de ces ateliers où les artisans fabriquent ce genre de portes. Vous avez beaucoup plus de chances de trouver des plaques d'aluminium ou de cuivre là-bas. Et là, vous devrez trouver un moyen de découper ces plaques d'aluminium. Elles n'ont pas besoin d'être grandes, mais il faut les découper. Il faut trouver un moyen de les découper pour pouvoir former des conducteurs. Sur la vidéo ci-après, vous pouvez voir cet élève qui a fabriqué son antenne Yagi Uda et qui l'utilise pour capter du signal de satellite. Donc, il est à la recherche du signal le plus optimal, si on veut le dire, pour pouvoir communiquer avec un certain satellite. Donc, ce que nous voulons que vous fassiez, que chacun de vous le fasse sous forme de groupe. Donc, nous voulons que vous formez des groupes et que chaque groupe va travailler à construire une antenne et à recevoir un certain signal que nous allons vous donner. Nous allons vous donner des fréquences de signal et vous allez utiliser votre antenne. Vous allez faire vos propres calculs pour pouvoir savoir comment orienter l'antenne pour pouvoir recevoir du signal. Donc ici on va parler de l'utilisation du satellite. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, l'antenne qui va recevoir le signal de satellite va être pointée vers le ciel. C'est l'information principale ici. Il faut qu'elle soit pointée vers le ciel parce que c'est de là qu'il pourra y avoir communication directe avec le satellite. Donc nous allons voir comment dans les images qui vont suivre. Donc si vous regardez l'image ci-après, vous allez voir que le receveur, qui est la personne qui tient l'antenne dans la même direction que le satellite. Donc, il est vrai que le satellite va à une grande vitesse, mais il est important de savoir que lorsqu'il passe au-dessus de votre pays, il y a une certaine plage horaire, c'est-à-dire un intervalle de temps où vous pouvez capter le signal. Et vu que le satellite va très vite, il faut bouger l'antenne pour pouvoir réussir à capter le signal. Vous allez sûrement vous demander, mais comment est-ce qu'il faut bouger l'antenne pour être sûr de capter le signal? Donc on va revenir à la vidéo de tout à l'heure et vous allez pouvoir observer. Donc, observez bien le mouvement de cet étudiant. Vous allez voir qu'il ne fait pas de mouvement au hasard. Il fait des mouvements du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Et il répète ces mouvements. Donc, observez bien et c'est pour savoir à tout moment, il essaye d'avoir la même position pour pouvoir capter le meilleur signal possible, le signal le plus fort possible de la part du satellite. Donc ici nous avons un exemple où le satellite a un temps de passage qui va
15h30 jusqu'à 15h37. Donc environ 7 minutes où il est possible de capter le signal depuis votre école ou depuis votre maison. Donc ce qui va se passer, c'est que il y a des mouvements, comme on l'a dit plus tôt, du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Pour être un peu plus technique, l'antenne est positionnée par rapport à certains paramètres qu'on appelle les angles. Et ce n'est pas n'importe quel angle. On a principalement deux angles qu'on appelle l'angle azimut et l'angle d'élévation. Donc, grâce à ces deux angles, grâce au calcul de ces deux angles, il est possible de savoir, lorsque le satellite passe, comment positionner son antenne pour qu'elle puisse être entièrement dans la zone de couverture ou le champ de vision, si vous vous rappelez bien, de l'antenne, et inversement, que le satellite soit dans le champ de vision de l'antenne. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur l'exemple qu'on a donné, à exactement 15h34, le satellite se retrouve à une position axiale, si on peut le dire comme ça. Donc, lorsqu'on dirige l'antenne vers le haut, on capte le signal du satellite. Donc, à ce moment exact là, on peut capter le signal en orientant notre antenne vers le haut. Et donc, comme nous le disions, à un instant où l'heure est 15h36, le satellite se trouve à une autre position puisqu'il va très vite, et la position où il se trouve nous oblige à rediriger notre antenne pour pouvoir être dans la zone de couverture. Donc, par rapport à la position précédente, nous inclinons notre antenne. Et donc, si vous le remarquez, c'est des mouvements de la gauche vers la droite, comme ce qui a été fait dans la vidéo. Donc, c'est à ne pas oublier. Il est vraiment important de pointer correctement son antenne. Sinon, même si le satellite passe au-dessus de vous, il est probable que vous ne puissiez pas capter le signal. Donc, pointer correctement son antenne est vraiment important pour pouvoir recevoir du signal. Et là, vous allez certainement vous demander, mais comment savoir quel est mon angle azimut ou l'angle d'élévation dont on parle souvent. Donc, nous allons aborder ça dans quelques instants. Donc, la meilleure manière de connaître sa position ou ses coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées azimut, élévation, et il est important de se munir d'un compas. Normalement, on utilisait les compas traditionnels, mais aujourd'hui, avec la technologie, il est possible d'utiliser le compas sur les téléphones. Donc, j'avais oublié d'ajouter aussi l'altitude sur les coordonnées. C'est important. Il faut non seulement l'angle azimut, l'angle d'élévation et l'altitude. Donc, avec le compas, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite, il est possible de connaître ces coordonnées exactes juste en utilisant cette application. Il y a certains téléphones comme les iPhones où le compas est déjà intégré et n'a pas besoin d'être téléchargé, mais il est disponible sur toutes sortes de téléphones.
Donc ici, voici un compas à 350 degrés qui montre les angles azimuts. Donc, comme vous pouvez le voir, le 350 degrés ou le 0 degré est au nord, 180 degrés au sud, 270 à l'ouest et 90 à l'est. Donc, si par exemple, on vous dit de vous positionner à azimut 240, vous allez vous positionner entre le sud et l'ouest. Donc, ainsi de suite. Si on vous demande de vous positionner à azimut 50, vous vous positionnez entre le nord et l'est. Ainsi de suite. 270, c'est la position à l'ouest. Par exemple, ici, on demande de se positionner à azimut 300. Donc, azimut 300 se retrouve entre le nord et l'ouest. Donc, la région nord-ouest. Sur cet autre exemple, on demande de se positionner à azimut 90 degrés. Donc 90, c'est la position est et c'est représenté sur l'image. À présent, nous allons parler de l'angle d'élévation. Mais avant de commencer, nous allons voir cette forme, cette figure qui est en face de nous. Vous pouvez voir que elle ressemble à un cercle, mais en vérité ce n'est pas un cercle parce que dans un cercle, tous les points ont la même distance du centre du cercle, c'est-à-dire que tous les rayons ont la même longueur. Mais sur cette figure, vous pouvez constater que ce qui est marqué en jaune est à 10 cm. La droite qui est marquée en jaune, la droite qui est marquée en rouge est à 6 cm, qui est le point le plus bas, et celle qui est marquée en vert est à 7,5 cm. Donc là, on va aborder les angles d'élévation et nous allons bientôt comprendre pourquoi on parle d'angle d'élévation lorsqu'on parle de satellite. Donc ici, vous pouvez voir que le satellite orbite et la raison pour laquelle on utilise cette image, c'est parce que la direction, l'orbite que prend le satellite lors de sa révolution est similaire à cette forme, cette figure géographique qu'on appelle d'ailleurs l'ellipse. Donc sa trajectoire forme une ellipse. Donc la trajectoire est elliptique. Donc ce qui veut dire que là, lorsque le satellite est au point A, il est à son point le plus éloigné dans le champ de vision, dans la zone de couverture de notre pays, c'est-à-dire lorsque le satellite va passer au-dessus du pays. Donc, nous avons les angles qu'on mesure par rapport à la ligne médiane qui est le diamètre de cette ellipse. Et c'est la ligne qui est marquée en gris. Donc, l'angle que la position du satellite forme avec cette ligne médiane là, c'est ça que l'on appelle l'angle d'élévation. Et quel constat on peut faire là? Le constat qu'on fait, c'est que plus l'angle d'élévation est petit, plus le satellite se trouve éloigné. Donc on a une distance de 1200 km pour le point A, contre 400 km pour le point B, contre 750 km pour le point C. Donc, plus l'angle d'élévation est petit,
plus le satellite est éloigné. Et nous ne voulons pas une situation où le satellite est aussi éloigné. Donc ce que nous recherchons, c'est la meilleure position où le satellite soit le plus proche possible pour pouvoir capter le plus de signal possible. Donc ici c'est une autre représentation de ce qui est en train d'être expliqué. Donc lorsque le satellite rentre dans le champ de vision ou la zone de couverture, il est au point le plus éloigné et au fur et à mesure qu'il avance, il se rapproche et lorsqu'il quitte le point le plus bas, le point le plus proche, il s'éloigne à nouveau. Donc c'est un peu le concept qu'on essaye de faire passer ici. Donc ici nous avons encore eu une image un peu plus claire de ce qu'on explique par rapport à l'angle d'élévation et à la distance du satellite par rapport au receveur. Donc vous pouvez voir que lorsque le satellite est à 15 degrés d'élévation, il est au point le plus loin, à 1000 km, et au fur et à mesure qu'il se rapproche jusqu'à 90 degrés, il est à 400 mètres. Donc ça c'est le point le plus proche. C'est juste à titre d'exemple. Okay, rappelez-vous que c'est juste à titre d'exemple, que ces valeurs peuvent varier à tout moment. Cela dépend du satellite et de l'orbite sur laquelle il fait sa révolution. Et on voit qu'ensuite, lorsque il quitte 90 degrés, il repart vers 45 degrés, il s'éloigne, et ainsi de suite. Bien. Ici, j'aimerais que vous accordiez beaucoup d'attention à ce qu'on va dire ici, parce qu'on va parler du nombre de fois où on est capable ou il est possible de capter le signal du satellite. Donc, comme vous pouvez voir sur l'animation, le satellite, il se déplace à une vitesse très grande. Donc, on avait pris comme exemple la Station spatiale internationale qui se retrouve au niveau de l'orbite terrestre basse, qui est la plus proche de la Terre. Donc, il se déplace à une très grande vitesse. Mais il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que la Terre aussi fait une révolution. Donc, votre position change avec le temps. On avait dit que la Terre fait sa révolution en 24 heures, si vous vous souvenez bien, tandis qu'un satellite comme la Station spatiale internationale fait sa révolution en juste 90 minutes. Donc, vous pouvez voir la différence. Ce phénomène s'appelle, c'est la révolution de deux corps. Donc, juste que l'un qui est le satellite se déplace beaucoup plus vite que le deuxième qui est la Terre ou ce qui se trouve sur la Terre. Donc, ce phénomène signifie que il y a des moments où il ne sera pas possible, durant une révolution du satellite, de capter le signal. Donc, faites très attention. On dit bien que lors d'une révolution du satellite, il sera difficile pour vous, dépendamment de votre position, de capter du signal. Et ça, c'est dû au fait que le satellite fait sa révolution, mais vous aussi, en étant sur Terre, vous faites votre propre révolution. Donc, il faut bien retenir cela. Maintenant, d'après les calculs et les recherches, en moyenne, il est possible, malgré tout ça, d'avoir 3 à 7 fois dans la journée où c'est possible d'avoir collision de zone de couverture, c'est-à-dire d'avoir la zone de couverture qui se retrouve dans la même zone que celle du satellite.
Donc, je voudrais que vous reteniez bien cette information-là, parce que ça va être très important pour vos calculs que vous allez faire. Donc, il est possible, dépendamment de votre position, de capter du signal de satellite 3 à 7 fois chaque jour. Donc, ici, nous avons juste quelques exemples de pointage d'antenne où vous voyez que le receveur, la personne qui reçoit le signal, pointe son antenne à l'angle d'élévation à 45 degrés et à azimut 270 degrés. Si vous vous rappelez bien, 270 degrés indique la position ouest. Un autre exemple où l'antenne est pointée à l'angle d'élévation 90 degrés et à l'angle azimut combien? Si vous vous rappelez bien de ce qu'on avait dit sur le compas, c'est soit à 0 ou 360 degrés. Donc cette position-là est à azimut 360 ou azimut 0. Voici un autre exemple où l'angle d'élévation est entre 30 et 40 degrés et l'angle azimut, là on ne peut pas le dire directement, mais on peut déjà dire que l'angle azimut est situé entre le nord et l'ouest. Bien, maintenant vous allez vous demander, est-ce que c'est tout ce qu'il faut ou est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Là, on va devoir repartir sur l'une des images qu'on avait déjà eues. Donc, nous allons revenir sur cette image que vous avez déjà vue par le passé, où on a l'antenne, le décodeur et le téléviseur pour visionner l'image. Mais avant de parler de ça, on va d'abord prendre un moment pour prendre des questions. Sûrement, vous en avez beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser les questions sur tout ce qu'on a vu jusque-là. Merci. Donc, comme nous le disions plus tôt, on va passer en revue l'exemple du receveur pour les signaux de télévision. Donc, on a besoin de quoi? D'une antenne pour recevoir le signal de satellite et à partir d'un câble, on va connecter cette antenne à un décodeur. Donc ce décodeur-là va se charger de transformer le signal. Ça, c'est très important que vous reteniez ce mot-là. De transformer le signal et par un processus qu'on appelle le décodage. C'est pour ça qu'on l'appelle un décodeur. Il va transformer le signal reçu par le satellite en un signal qui sera transmis sous forme d'image ou de son. Donc ça, c'est le rôle d'un décodeur. Et c'est ce qu'on va voir parce que c'est similaire à la technologie utilisée avec le projet qu'on veut faire. Donc voilà un autre exemple de receveur. Cette fois-ci, c'est un receveur de radio. Donc nous voulons juste recevoir un signal audio. Donc ce qui se passe, c'est que grâce à notre antenne Yagi-Uda, on reçoit le signal et le câble qu'on utilise est connecté au conducteur actif, celui qu'on avait vu plus tôt. Donc le câble est connecté à l'antenne et relié au receveur de la radio. Donc ici, nous n'avons pas trois composants comme dans l'autre exemple parce que le décodeur de la radio se retrouve à l'intérieur même de la radio. Donc le décodeur et cet élément-là qui va produire le son se retrouve dans le même appareil.
Donc le décodeur se retrouve à l'intérieur de la radio, c'est ce qui va permettre au signal d'être décodé, de transformer le signal reçu en un signal qui peut être compris par l'humain, notamment qui est l'interlocuteur final. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc, ceci étant dit, nous allons parler des receveurs au niveau des satellites. On appelle ça les receveurs radio. Receveur radio signifie receveur de radio, des signaux radio. Donc, on va parler de ça. Donc, sur l'image ci-après, vous allez remarquer que ça, c'est l'équipement radio qu'on retrouve dans une base de receveurs de données satellites. Lorsque vous allez dans les laboratoires où vous allez trouver ce genre d'équipement là. Donc on a des amplifieurs, on a des transmetteurs et receveurs et beaucoup d'autres équipements comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc à votre gauche, vous avez un receveur radio qu'on retrouve dans les entreprises le plus souvent. Mais comme vous pouvez le voir, il est pratiquement hors de prix. Ce genre d'équipement est super cher et nous voulons juste faire des mini-projets. Donc à votre droite, vous avez ce qu'on appelle le Software Defined Radio. En termes simples, ça signifie c'est un équipement qui a été programmé à l'aide d'une application et qui fait des tâches bien préméditées, bien précises. Et donc, c'est équipé de ce qu'on appelle des microcontrôleurs. Donc, c'est des équipements électroniques qui sont programmés à l'avance et qui servent à une certaine mission donnée. Donc là, c'est ce genre d'équipements qu'on va utiliser qui sont relativement moins chers, qui peuvent coûter jusqu'à 25 $ USD. Donc on va utiliser ce genre d'équipement. Donc nous avons plusieurs types de Software Defined Radio ou SDR, ou on peut l'appeler comme ça, SDR. Vous pouvez le voir sur l'image. Donc les moins chers peuvent aller jusqu'à 15 $ USD. Et l'avantage ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en programmation parce que cet équipement-là est déjà programmé à l'avance. Comme on l'a dit plus tôt, il est équipé de microcontrôleurs qui sont des équipements électroniques qui sont programmés à l'avance pour permettre de pouvoir faire certaines applications ou de pouvoir servir une certaine mission. Et donc, ceci étant dit, on va aussi parler du receveur de radio que vous pouvez voir à votre droite. Il est souvent utilisé par le personnel de sécurité ou alors le personnel militaire pour communiquer avec des lignes cryptées. Donc, il y a cet équipement-là aussi qui permet de recevoir les signaux. Et ce qui est bon, c'est que cet équipement peut fonctionner tout seul. Parce que si vous voyez bien, la partie en plastique noir là, c'est l'antenne même de l'équipement. Donc cet équipement peut fonctionner absolument tout seul pour recevoir du signal de satellite. Donc comme on le disait plus tôt, le receveur radio, c'est quelque chose c'est un équipement qui peut fonctionner tout seul, contrairement au SDR et qui a besoin d'être utilisé sur un ordinateur. Et donc il y a plusieurs avantages et inconvénients à chacun.
Par exemple, le receveur radio peut directement transmettre un signal au satellite pendant que le SDR ne peut pas. Et voilà, il y a certains avantages comme le fait la disponibilité sur le marché et le type de fréquences qui peuvent être utilisées. Donc on va évaluer si c'est possible d'utiliser ces deux équipements ensemble ou alors il faut le faire séparément.